Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci et oui, effectivement, bonne année à tous. Je suis contente qu'on l'inaugure avec Lubitsch, même si réellement je suis triste de quitter la filmographie de Lubitsch et on verra peut-être tout à l'heure, si on a un peu de temps après le film, que en fait elle se prolonge dans la deuxième partie du cycle avec Billy Wilder. Ce n'est pas tout à fait le dernier film de Lubitsch. Alors, c'est son premier film en couleur, il en a fait 2. Mais pourquoi est-ce qu'on peut le regarder comme un film testamentaire ? Je pense que vous verrez tout de suite, j'allais dire dès que le film s'ouvre, pourquoi on peut considérer qu'il est testamentaire pour Lubitsch. Juste pour vous resituer le moment de ce film, ceux qui ont vu To Be or Not To Be, soit en venant ici la dernière fois, soit parce que c'est un chef-d'œuvre énorme et que vous l'avez déjà vu plusieurs fois chez vous. To Be or Not To Be, voilà le film dont on a compris que pour une fois Lubitsch s'attachait à l'histoire présente, brûlante du nazisme et de la guerre. Et aussi, To Be or Not To Be, vous vous souvenez, avec tout le dispositif assez compliqué, complexe, très drôle, mais très complexe autour du théâtre, fait que ça peut être lu comme son film, disons un film somme pour lui sur son rapport à son art, à travers le théâtre, mais finalement le théâtre étant aussi une sorte de métaphore de son art à lui, à savoir le cinéma, même si nourri de théâtralité, le cinéma de Lubitsch. On pourrait dire que là, Le ciel peut attendre, sur un mode certes mineur, on pourra en reparler, effectivement, c'est pas l'un des chefs-d'œuvre de Lubitsch, mais on n'est pas là pour montrer que des chefs-d'œuvre, et puis ça se discute quand même. Que donc Le ciel peut attendre, ce serait peut-être une réflexion sur, cette fois-ci, son art de vivre, si on veut, enfin en tout cas sa vie, son rapport à la vie et sa propre au monde et disons enfin son épicurisme au fond, ce qu'on recherche dans la vie, ce qu'on attend de la vie, avec toujours cette tension entre une forme de permanence dans l'amour et puis l'éphémère, cette espèce de pulsion qu'il a toujours et dans sa vie et dans ses différents films, dans les représentations de l'amour de ses différents films, d'embrasser le moment, l'éphémère, etc. Donc comment ça crée forcément une tension. Et juste, je lisais dans ce petit texte qui s'appelle « Amitié, la dernière retouche d'Ernst Lubitsch », si vous l'avez peut-être lu, c'est un petit texte écrit par son ami et scénariste Samson Raphaelson, qui a pendant 17 ans a travaillé avec lui, alors pas sur tous ses films, il n'était pas le scénariste de tous ses films, et qui raconte tout simplement cette amitié avec Lubitsch. Et à un moment, il dit que Lubitsch sort parler avec lui, se promener avec lui, et il commence à parler de son père. Il adorait ce vieil homme et lui assurait une retraite confortable dans un appartement à Berlin. L'appartement exigeait une gouvernante et papa ne cessait de demander de l'argent supplémentaire et d'envoyer des factures, toujours pour des travaux de réparation de la porte d'entrée. C'était la faute des gouvernantes qui se succédaient à grande vitesse. Si elles ne cédaient pas aux vieux garçons, il les chassait. Si elles lui cédaient, il s'en lassait rapidement. Et le don Juan devait faire changer la serrure afin de se protéger des attaques d'une obsédée sexuelle rejetée. Lubitsch me fit ce récit avec sa jubilation habituelle pour les intrigues de lit et avec un incontestable orgueil filial, etc. Bon, bref. Donc voilà où on en est, c'est-à-dire aussi une réflexion sur, on pourrait dire, son rapport à la sexualité, comment ça s'articule avec une vision du monde, et donc forcément aussi le fait que ses propres films, ce sont presque tous des comédies sexuelles. Donc on arrive à un moment où on paye l'addition et comment ça se traduit. Et simplement, donc, ce film en Technicolor, c'est aussi l'un des intérêts du film, avec Gene Tierney et Don Ameche. Alors Don Ameche, vous l'avez peut-être vu, si vous avez vu ce film que j'aime beaucoup, peut-être que tu l'as passé, qui est La Baronne de minuit, de Mitchell Leisen en 1939, et il me semble d'ailleurs qu'il est écrit par Lubitsch. J'ai un petit doute, par Lubitsch, par Billy Wilder, qui, comme vous savez, a commencé à Hollywood plutôt comme scénariste. Et le rôle principal aurait la préférence de Lubitsch et de Raphaelson, c'était plutôt Frédéric March, que vous avez vu dans Serenade à 3,
Lubitsch ou peut-être Rex Harrison. Et finalement, ils ont fait des essais et ils ont pris Donna Meche sur la suggestion de Daryl Zanuck, puisque le film Le ciel peut attendre, c'est un film de la Fox. Donc c'est aussi ça qu'on voit en regardant les différents films de Lubitsch, c'est qu'on voit aussi un peu les styles de studio. On a vu beaucoup le style Paramount, voilà, très très pur, avec Haute Pègre, par exemple, cette espèce de voilà, d'épure, très de sécheresse parfaite. Et la Fox, c'est un peu plus bourgeois, on pourrait dire un peu plus embourgeoisé et familial comme style, mais qui avait comme vedette à la Fox à l'époque Gene Tierney. Avant son chef-d'œuvre, on pourrait dire, un an avant l'un de ses grands films à elle, et qui est Laura, de Preminger. Preminger qui lui-même finira le film commencé par Lubitsch, mais qui a ses premières crises cardiaques, qui est La Dame au manteau d'Hermine, donc son deuxième et dernier film en couleur. Et puis, juste une dernière chose pour resituer ce film-ci, Lubitsch fera un dernier film qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, qui est Clooney Brown, La folle ingénue, avant de mourir en 1947, donc il a tourné en 1946, je pense. On ne vous le montre pas parce qu'on a pensé qu'il était beaucoup plus connu avec Charles Boyer et Jennifer Jones, mais peut-être qu'on se trompe, en tout cas. Voilà, ça n'est jamais fini, et on vous montre un aperçu de Lubitsch, mais évidemment, ça renvoie aussi comme des espèces de boules de billard à d'autres films, et on espère que ça vous donnera aussi le désir de les voir. Regardons celui-là et j'espère qu'on en reparle après. Bon film. Je vous dis quelques petites choses qui me semblent intéressantes dans le film, mais je voudrais aussi avoir votre réaction parce que c'est pas un Lubitsch, disons, orthodoxe. Classique, on pourrait dire. On est presque sorti du classicisme. Bon, d'abord l'usage de la couleur, qui est quand même assez marquant. Mais surtout dans sa structure, finalement, je me disais comment il est beaucoup plus systématique qu'il n'apparaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la couleur apparaît, où ce ne sont pas des énormes stars, en tout cas Donna Meche, enfin même s'il ressemble beaucoup à Brad Pitt, à chaque fois je suis assez frappée de cette ressemblance. Il y a quelque chose de presque déroutant, notamment avec l'apparition de la couleur, c'est-à-dire que chez Lubitsch, on est habitué à ce que je disais, cette forme de sécheresse, d'épure, des grands décors blancs, etc. Le noir et blanc parfait, d'une certaine façon, qui fait qu'on se focalise sur presque, du coup, non pas une abstraction, puisque si vous êtes venu, vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé aussi de texture, de ce qui brillait, notamment dans Haute Pègre, etc. Donc il y a quelque chose de très physique, de très matériel, l'importance des décors et des costumes et de ce qui brille dans l'œil aussi des gens. Elle est là. Simplement, avec l'apparition de la couleur, c'est comme s'il y avait trop d'informations, d'une certaine façon, y compris dans les décors. Et évidemment, ce qui ajoute à ça, c'est le fait qu'on est à la fin du 19e siècle. Donc on pourrait dire, à un moment, la danseuse, d'ailleurs, quand il a 50 ans, la danseuse de revue lui dit « Vous appartenez à l'époque des gay 90s, hein, de ce qu'on appellerait la belle époque, des 1890 ». Donc ce côté orné de ces intérieurs aristocratiques new-yorkais d'une part, et puis des autres milieux qui sont traversés par le film, font qu'il y a une masse, je trouve, une démultiplication de l'information qui fait qu'on est beaucoup moins attentif à quelque chose qui serait de l'ordre du dessin, enfin de la ligne, de quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc quelque chose, d'une certaine façon, se dissout, on pourrait dire. Mais en réalité, quand même, me frappe, malgré cela, malgré ce non-classicisme d'une certaine façon, le fait que finalement, le film réfléchit sur la façon de faire couple. Enfin, donc réfléchit, en fait, livre quand même une espèce de traité de l'amour, en revenant alors de la petite enfance à la mort. Finalement, à chaque fois, ce qui est donné devant le personnage, ce sont quand même des idées du couple.
lui n'a pas tellement d'idées du couple. Et on va revenir à son espèce de credo qui fait quand même beaucoup penser finalement à To Be or Not To Be. Quand on y pense, j'y reviendrai peut-être. Mais en tout cas, je trouve qu'il est placé en face d'idées du couple qui ne sont pas les siennes, mais qui sont assez nettement dessinées dans le film. L'une... que je trouve très amusante parce qu'elle est presque ourlée en une seule scène, c'est le couple de parents texans, des parvenus, hein, parce que le film non seulement donne plusieurs idées du couple, mais finalement traverse aussi des classes sociales très, très, très différentes. Et donc il y a les riches, le roi du steak, et sa femme. Ça vous fait peut-être penser, si vous avez vu les films muets de Lubitsch, au roi des huîtres, dans La princesse aux huîtres, ce film de 1919 qu'on avait montré, je crois, oui, on l'avait montré. Et donc, ces parvenus du Kansas, plutôt, qui sont aussi repris chez Hawks, hein, parce qu'évidemment, Lubitsch a inspiré tout le monde à Hollywood. Il a inspiré aussi Sturges, où il y a un roi de la saucisse dans Madame et ses flirts avec Claudette Colbert. Voilà, tous ces milliardaires rednecks comme ça qui sont des parvenus. Mais ce qui est beau dans je trouve, c'est qu'ils posent une certaine idée du couple, c'est-à-dire le couple qui joue à se disputer, qui joue à n'être pas d'accord en fait, parce que sinon il se passe rien dans leur vie. Et donc cette scène où avec les funny papers, avec les BD du dimanche, je trouve résume quand même tout l'art de Lubitsch, y compris si vous avez vu le premier film du cycle, Le lieutenant souriant, où il y avait tout ce travail sur les déplacements. On monte le grand escalier, on le redescend, on ouvre une porte, on dit quelque chose à l'autre, on repart, etc. Ou si vous avez vu la 8e femme de Barbe Bleue, j'avais passé l'extrait au début avec l'histoire du pyjama où il faut aller prévenir le manager parce que madame ne veut acheter que le haut ou le bas, etc. Et donc chacun va prévenir son manager, son supérieur, et ça finit chez le directeur. Donc tous ces déplacements-là qui sont liés à du langage. Et donc autour de cette table, ce ping-pong entre monsieur et madame, se dit quelque chose d'un couple qui ne tire ce qui le tient finalement, ça n'est que cette dispute, mais une dispute, on pourrait dire, simulée. C'est-à-dire qu'il faut inventer un désaccord qui au fond n'existe pas, puisqu'on voit que tous les deux lisent la même BD. Et c'est amusant parce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que ce serait le mari et la femme qui se spoilent leur série, l'un qui commencerait une saison et puis l'autre le premier épisode de la saison et l'autre qui lui dirait la fin de la 5e saison. Donc on imagine voilà cette espèce de domesticité-là faussement qui joue la dissension parce que sinon elle peut pas tenir. Et puis il y a évidemment comme ça d'autres, le mariage grand bourgeois des parents, avec ce type qui dit toujours, le père du héros, qui dit toujours « let's keep stiff upper lip », il faut vraiment garder, faut garder une forme de rigidité. Donc en fait, il traverse toutes sortes de représentations de ce que c'est le couple. Et si vous pensez à Lubitsch, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il cherche quelque chose en dehors de ça. Et comme je vous l'avais dit, pour moi, ce dehors, c'est justement un 3e terme. Alors, c'était bien sûr l'adultère aussi dans To Be or Not To Be, hein, vous vous souvenez, il y aura toujours un amant dans le public, il y aura toujours des jeunes gens et puis il y en aura toujours des nouveaux. Et d'une certaine façon, là, ça passe aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il arrive à tenir, mais alors on n'est pas forcément d'accord, et ça peut faire vraiment grincer des dents, parce qu'il y a une forme de misogynie, en tout cas de préjugés sur ce qu'une femme devrait accepter d'un homme, etc., dans le film. Donc ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, il me semble qu'il maintient dans ce film-là et contre ses apparences sentimentales. C'est pour ça que je disais que c'était un film de la Fox. Parce que malgré tout, il y a beaucoup de fins de séquences où il y a une espèce de petite musique qui revient et où on pense à l'épouse qui a disparu, etc., qui attend au paradis. Bon, donc on a une espèce de vernis un peu sentimental, peut-être le plus de tous les films de Lubitsch dans ce sens. Mais en réalité, quand on y réfléchit, il maintient la possibilité pour cet homme d'avoir aimé de manière permanente Martha, le personnage joué par Gene Tierney, tout en ayant quand même d'autres amours et d'autres désirs, et ça jusqu'à la fin, finalement. Donc
l'air de rien, il maintient ce cap-là, disons, de l'adultère, pas au sens boulevardier, mais au sens quasi, de position philosophique du début à la fin. Donc, sous ces airs assez polissés, je trouve que, malgré tout, il maintient ça. Et puis, je voudrais aussi vous dire peut-être d'autres choses sur là, je disais, c'était peut-être son testamentaire, puisque, évidemment, l'histoire de la mort, enfin, c'est évident que se joue quelque chose là, et donc vous donnez un petit élément biographique. Je vous ai lu ce que Lubitsch racontait de son père, hein. Mais en réalité, et il va avoir sa première crise cardiaque, Lubitsch, à la sortie ou juste avant la sortie du film, je pense juste après la sortie du film, qui a été un succès d'ailleurs en septembre 1943. Et en réalité, il est, on pourrait dire lui-même, Lubitsch, mort après avoir fait l'amour. Alors du coup, donc en tout, il a eu 6 crises cardiaques. Et alors du coup, je cherchais le mot, parce qu'il me semblait qu'il y avait un mot. Donc j'ai cherché dans une espèce de dictionnaire. Évidemment, là, je ne vais pas le retrouver. Comment ça s'appelle ? Voilà, si. Il y a un nom, mais peut-être vous savez. Voilà, l'épectase. Alors, l'épectase, donc orgasme fatal. Et donc je vais vous dire que bon, voilà, donc il est mort des suites de ça à Lubitsch, donc en 1947. Donc finalement, il voit comment il pourrait mourir et comment ce serait une belle mort au fond. Mais en cherchant ça, en cherchant ce mot, eh bien, je me suis aperçue que c'était un mot très récent pour désigner cela. Quand je pense qu'on est enregistré, bon, tant pis. Et donc, que ce mot date de 1974 dans cet usage-là, parce que le cardinal Jean Danielou est mort comme ça. Or, oui, il y en a qui s'en souviennent apparemment. Donc, il est mort comme ça, et l'Église a fait publier un communiqué qui a dit « C'est dans l'épectase de l'apôtre qu'il est allé à la rencontre du Dieu vivant ». Je cite. Et pourquoi disait-il ça ? Pas du tout pour les circonstances de sa mort, pourquoi le Vatican disait ça, mais parce qu'il avait étudié effectivement cet aspect-là qui était l'épectase, et qui n'était pas du tout le fait de mourir dans ces circonstances, qui était en fait le progrès de l'homme vers Dieu. C'était ça que ça veut dire, l'épectase. Et par ironie, par sarcasme, le Canard enchaîné a pris ce mot et a dit il est mort de ça. Et c'est devenu un usage, alors pas très fréquent, j'en conviens, mais du coup, j'ai trouvé que c'était une bizarrerie étymologique qui aurait sans doute beaucoup plu à Lubitsch. Et ce qui est très troublant, c'est que à la fin, disons, le récit cadre de ce film-là, c'est ça. C'est-à-dire que le type se présente en enfer et qu'en fait, on le renvoie, on le met dans l'ascenseur et on le renvoie vers Dieu. Donc, je vous livre cette espèce de hasard je sais pas, religieux. Voilà, mais en tout cas, c'est pas un hasard non plus, je pense, si le type, dans son rêve, dans son rêve pré-mortem, dit il y avait cette femme, il y avait cette jeune femme et elle se mettait à danser, elle dansait la Veuve joyeuse. Et on entend leur exquise, l'air de la Veuve joyeuse sur ce quasi dernier plan avant, en tout cas le dernier plan avant le retour du temps présent avec le diable. Et comme par hasard, là encore, film testamentaire dans tous les sens, vous avez vu que c'est un plan sur une porte fermée derrière laquelle un acte sexuel a lieu, parce qu'il me semble que lorsqu'il rappelle ensuite que
que le thermomètre, que la température est montée à 41, c'est une sorte de métaphore pour dire qu'ils ont fait l'amour. Enfin, il me semble qu'on peut tout à fait déduire dans cette caméra qui reste dehors et qui ensuite fait un petit travelling arrière sur la musique de La Veuve Joyeuse. Bon. Et La Veuve Joyeuse, c'est un film de Lubitsch, avec Maurice Chevalier, avec Jeannette MacDonald des années 30. Donc voilà, c'est assez vertigineux et c'est pas du biographisme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une anecdote biographique. C'est vraiment c'est la volonté de mourir comme ça, on pourrait dire, et d'affirmer jusqu'au bout qu'on n'a pas de jugement moral à porter dessus, même s'il fait semblant de faire un peu contrition en disant je vais tout de suite en enfer. Bon, donc c'est assez troublant. De ce point de vue-là, mais du coup, me semble-t-il très, très cohérent. Mais peut-être vous vouliez parler de toute autre chose du film. Là, je fais un peu droit au but. Oui. Bien. Merci, Madame. J'ai très, très apprécié votre intervention. Et je vous remercie d'avoir ressuscité un peu, sans mauvais jeu de mots, l'épisode du cardinal Danielou et de l'épectase de l'apôtre. Bon, je connais assez bien cette histoire, je crois que c'est en 74 ou 75, et Danielou était un très très grand théologien, un historien des premiers temps de l'Église, et pour pas avoir une image trop négative de lui, il faut rappeler quand même qu'il n'est pas mort dans l'épectase de l'apôtre tel que vous l'avez défini comme orgasme mortel. Sinon, vous avez la même chose aussi dans une très belle scène des Rois maudits de Druon, un mariage arrangé avec un vieil aristocrate qui s'appelle, je crois, Olivier, dans le roman de Druon, et qui meurt de la même façon. Alors lui, effectivement, c'est une mort parfaitement acceptée et qui est très très bien rendue dans le roman de Druon, qui est d'après-guerre, qui obtient le Goncourt, je crois, en 45 ou 46. Mais pour revenir au film de Lubitsch, pour pas être trop long, moi je l'ai trouvé quand même extrêmement correct sur le plan moral, extrêmement conservateur. Si on le compare par exemple avec To Be or Not To Be, on a l'impression au fond d'une sérénade à trois qui est impossible. Enfin, les aventures extra-conjugales se font dans des conditions assez rocambolesques, comme la scène finale, ou alors avec des danseuses plus ou moins délurées. Donc je me demande s'il n'y a pas un côté un peu commercial dans le film, dans l'angle finalement assez sage qu'a voulu donner Lubitsch, au point qu'on ne le reconnaît pas trop. Finalement, pour rebondir sur ce que vous avez dit au début, on a l'impression d'un Lubitsch assez atypique et pas dans le bon sens du terme, à mon humble avis, même si je n'ai pas évidemment la connaissance de l'œuvre qui est la vôtre. Merci beaucoup, madame. Oui, effectivement, on parle souvent pour Lubitsch, on en a parlé ici, de son sens de l'ellipse, et ici, il s'applique bizarrement. C'est-à-dire que autant la fin avec la porte fermée, donc le hors-champ, qui est l'équivalent spatial, on pourrait dire, de l'ellipse, c'est du Lubitsch qu'on connaît. J'aurais pu vous passer l'extrait de Ninotchka dans lequel les trois apparatchiks ont fait monter des vendeuses de cigarettes et il se passe beaucoup de choses derrière la... On l'a peut-être passé d'ailleurs, derrière la porte du palace parisien. Et finalement, Ninotchka dira à ses envoyés quand elle arriva, vous avez dû beaucoup fumer. Bon. Donc autant ça, on connaît. Autant dans sa construction, ici, le film provoque des ellipses, use de l'ellipse de manière qui n'est effectivement pas comique. Et je dirais même plus précisément, les gens meurent dans les ellipses, en fait. Des gens disparaissent, pas que des femmes, mais des gens meurent dans les ellipses. Donc il y a eu évidemment la plus importante, c'est Gene Tierney, dont après la scène de la danse où il ne sait pas encore, mais où la voix off anticipe que ce sera leur dernier anniversaire de mariage. Voilà, la séquence d'après, elle n'est effectivement plus là, et il n'y a pas ses funérailles, il n'y a pas sa mort, il n'y a pas tout ça. Mais on avait déjà eu ça avec le grand-père aussi, qui est ce personnage joué par Charles Coburn, tellement vif, tellement
d'une certaine façon, qui joue aussi presque le rôle du metteur en scène et du spectateur, hein, qui attend, qui est là entre les deux acteurs en disant oui, c'est bon, allez, vas-y, chauffe Marcel, fais du remariage, allons-y, et qui vit par procuration le fait de le rapt, le deuxième rapt de l'épouse, etc. Donc ce personnage tellement vivant et tellement qui donne une perspective généalogique au héros, puisque le héros, mais d'où peut-il tenir tout ça? Il le tient évidemment de son grand-père. Et ce grand-père, à un moment, il disparaît dans une ellipse et il n'y a plus que le tableau, il n'y a plus que le portrait du grand-père. Donc le film... Et le père, pareil. Et le père, qui est aussi un personnage important, voilà. La mère dit « Ah, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour te voir, etc. » Donc, comme le film a une espèce d'abattage, il y a des morts, quoi. Il y a beaucoup de morts, puisque son principe, c'est effectivement le flashback rétrospectif de toute une vie, une fois que l'homme est mort. Donc la mort est partout, mais elle se loge dans les ellipses qui, normalement, chez Lubitsch, sont le lieu du sexe qu'on ne peut pas montrer parce que la censure l'interdit. On utilise ça pour mieux le suggérer et pour le rendre ça d'autant plus... dans l'imaginaire du spectateur, les fameux trous, le gruyère Lubitsch dont parlait Truffaut, qui fait travailler le spectateur, y compris dans des fantasmes sexuels. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans les ellipses? Il y a plutôt des morts que du sexe. Donc je pense que l'air de rien, ça nous déstabilise. Et sur le côté qui serait véritablement idéologiquement conservateur, là encore, je pense que tout bien réfléchi, quand même non. D'une part, bien sûr, parce que le type n'est pas envoyé aux enfers, mais renvoyé au paradis. Mais bon, ça, c'est un petit peu le récit cadre. Bon, c'est pas très intéressant. Mais d'autre part, parce que, comme je dis, finalement, ce qui est accepté, c'est cette vie-là, y compris par l'épouse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même la coexistence des deux. Mais le problème, et c'est ce que vous dites, c'est qu'il dit qu'il se comporte comme ça, c'est-à-dire que sa femme l'accepte, au fond, quand elle revient avec lui. Moi, c'est ça que je comprends, c'est-à-dire qu'elle accepte qu'il continue à vivre une vie d'adultère parce que leur amour est de toute façon permanent, mais le choix du film, c'est de ne pas nous montrer les frasques. C'est ça le problème, c'est que le film ne nous donne pas à voir l'autre vie, la vie de plaisir ou le polyamour ou tout ce que vous voulez du type. Alors que dans l'autre, dans Serenade 3, on les voit, c'est le centre ou même dans Haute-Pègre, c'est pareil, le triangle, il est là. Donc vous voyez, c'est ça aussi, c'est le fait qu'on nous le raconte, qu'on y fasse allusion, mais qu'au fond, on ne le voit pas. Et dernière chose, et je vous laisserai, il y avait une scène qui était en plus dans le film. Alors d'abord, il y avait une autre chose, c'est qu'il se remariait, le père. Une fois devenu veuf, il se remariait avec une espèce de croqueuse de diamants, plus jeune. Et c'est tout un pan du scénario qui n'a pas tenu finalement. Et je ne sais pas si c'est celui-là, mais enfin il y avait en tout cas une scène plus sexuellement crue et donc aussi qui allait pas avec ce côté plus conservateur dont vous parlez et qui a été retiré du scénario par Daryl Zanuck, donc le patron de la Fox. Donc je pense que oui, il y a quand même une inflexion Fox qui est un peu dommageable, disons, à Lubitsch. Pour vous répondre. Mais je ne pense pas du tout que ce soit Lubitsch lui-même qui se soit assagi ou quoi que ce soit. À la limite, peut-être, avec Samson Raphaelson, donc son ami co-scénariste, il en a parlé après, le Raphaelson, Lubitsch était vraiment absolument sans réserve pour son héros. C'est-à-dire qu'il l'aimait. Il l'aimait dans tout son côté inconséquent, si on veut, ou sa légèreté, ou sa frivolité, tandis que Raphaelson avait des doutes, il trouvait que c'était effectivement un vieux Casanova un peu répétitif et un peu médiocre, et du coup, cet avis-là, il est mis dans les paroles, dans certaines répliques, dans certaines situations du film. À mon avis, au moins deux. D'abord, la blague de l'épouse sur « j'ai su que t'étais vraiment à moi quand t'as commencé à avoir un petit ventre », ce qui est... et évidemment, qui est l'écho de l'autre scène. Là, je trouve quand même très intelligente dans l'écriture de situation où nous,
où il croit lui-même qu'il va séduire une jeune danseuse, et où en fait, snap, effet de réel, wake-up call, comme on dit en anglais, et ben en fait la danseuse c'est la maîtresse de son fils, parce que Allo, elle est de la génération d'après, et donc toutes les femmes ne sont pas forcément intéressées par un type comme lui qui écrit comme il y a 20 ans. Donc il y a cette espèce de point de bascule où elle aussi d'ailleurs fait allusion à sa bedaine, bon franchement qui est pas énorme sur le ventre de l'acteur, mais voilà, cette idée que est-ce que ce type ne vivrait pas dans un déni du temps, en fait, c'est toujours la question aussi des Don Juan. Enfin, voilà, est-ce qu'ils perçoivent le passage du temps, ou est-ce qu'il y a une espèce de déni et il reste toujours au même âge et il poursuit toujours des femmes du même âge, quoi. Oui, je crois en effet qu'on assiste au cours du film vraiment à une démolition aussi de la séduction. Il devient ridicule à mesure que le film approche de sa fin. Bon. Mais puis aussi, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, la thèse d'un Lubitsch conservateur, peut-être que c'est la date du film, 43 aussi, qui veut ça, mais l'épouse est parfaitement fidèle et parfaitement irréprochable. C'est aussi une asymétrie quand même intéressante à relever. Merci. Alors, oui, mais réfléchissons, parce que finalement... Alors, elle a été critiquée avant Jean Tierney pour le fait qu'elle ne savait pas très bien jouer, et elle sera finalement tout à fait acceptée comme grande star hollywoodienne à partir de plutôt l'année suivante, plutôt Laura de Preminger, je l'ai dit, puis elle fait d'autres films avec Preminger. Elle fera Dragon Week, le Château du Dragon de Mankiewicz, que Lubitsch d'ailleurs devait tourner. Mais on est un peu avant, et elle a joué dans La Route du tabac de John Ford, ce personnage comme ça d'adolescente, enfin, une espèce de sauvageonne, sale et très sexy, etc. Et donc là, c'est un rôle qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus posé, beaucoup plus adulte, y compris avec cette perruque finale. Il y a quand même quelque chose dans le film qui réécrit le moment de la rencontre, qui est où cette scène dans la bibliothèque, c'est très important dans le film. La librairie, la bibliothèque, le livre qui revient après, comment rendre votre mari heureux, etc. C'est vraiment important, les livres. Et donc cet espace de la bibliothèque où elle fait comme ça, avec on dirait un cartoon, après l'avoir embrassé, après qu'ils se soient embrassés. Mais en réalité, on comprend à la fin, quand elle dit « Mais tu sais, je t'ai dit que tu croyais que j'avais peur quand tu t'approchais de moi, mais en fait, t'avançais pas assez vite. Au contraire, je me disais, mais il va se dépêcher, oui. Donc, ça aussi, c'est réécrit. Donc, d'une certaine façon, le côté effarouché, disons vierge effarouchée de la fiancée qui se laisse enlever, mais qui, oh là là, mon Dieu... il est aussi réécrit dans le film. Et donc, Lubitsch dit quelque chose de ce personnage qui, tout en disant qu'elle aime le Kansas, en fait, à la première occasion, se fiance pour aller vivre à New York, enfin, etc. Et donc, une femme qui a quand même ses propres désirs et qui les suit. Le fait même qu'elle parte comme ça, du jour au lendemain, en envoyant un télégramme en disant « je m'occupe de l'enfant », etc., c'est quand même aussi assez affirmé. Donc, le fait qu'elle serait une épouse, disons, qui laisserait tout passer, enfin aimante au-delà, oui, elle incarne quelque chose de la permanence, mais je ne pense pas qu'elle incarne un retrait, enfin, ou quelque chose un renoncement. Il y a sans doute un travail, j'imagine, des couleurs dans le film, dans le sens où c'est vrai que le début est très drôle avec la French nurse qui n'est pas French, qu'on entend bien qu'elle est, je ne sais plus si Signe Asso, je ne sais plus si elle était suédoise ou autre, l'actrice, mais on entend bien qu'elle n'est pas française. Et moi, je soupçonne, il y a tout un Hollywood classique qui fait jouer des acteurs non français, qui leur fait jouer des Français. Moi, je pense que ce n'est pas des maladresses, que c'est délibéré, en fait, que ça rajoute une couche d'ironie par rapport à l'accent des Français en anglais, quoi. Mais bref, donc cette gouvernante avec un faux cul comme ça, avec cette robe très très rouge,
Ensuite, comme par hasard, l'épouse, elle, effectivement, est dans des couleurs froides, en bleu et puis en mauve. Il y a tout ce... Elle n'est pas marquée comme étant l'élément étranger qui introduit le sexe voilà, de manière très, très frappante et très subversive dans la vie du jeune homme. C'est très drôle, le début. Toute cette espèce de cours de français qui sont en fait des cours d'éducation sexuelle, d'une certaine façon, par la gouvernante. Mais ensuite, une fois qu'on arrive au personnage de Gene Tierney, c'est effectivement beaucoup plus... nuancé. On n'est plus dans la farce, disons. On est dans autre chose. Et cette navigation, disons, cette façon d'en faire quand même un film sentimental, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'il faut pas renoncer au côté permanent d'un amour qui traverserait toute une vie. Je suis d'accord avec vous, c'est le côté pas forcément réussi, en tout cas très risqué de ce film-là. Et qui est beaucoup mieux, sans doute, manié à Hollywood par des réalisateurs comme, je dis comme ça, George Cukor, Vincente Minnelli, peut-être, voilà, des gens qui arrivent à vraiment parler sentiment. Je pense que Lubitsch, effectivement, le sentimentalisme, c'est pas ce qu'il réussit le mieux. C'est vrai que moi, le personnage de Martha, justement, je trouvais qu'il était au contraire limite même moderne. Elle était affirmée et surtout sur la fin où elle le devance, elle dit oui, mais ça je sais, ça je je l'ai fait. Elle dit voilà, ça ne prend plus. Voilà, puis bon, elle savait tout d'avance. Quand le nom de la fiancée de son fils, elle le connaissait. Donc en fait, on a l'impression qu'elle tenait mieux son affaire. Elle paraissait un petit peu perdue, mais en fait, elle avait l'air de très bien savoir ce qu'elle voulait faire depuis le début. Après, je voulais aller sur autre chose, c'est que bon, pour une fois, j'avais déjà vu le film avant et je suis restée sur le même sentiment. Il est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'on part dans des films différents. Tout le début avec la nurse française, on a l'impression que ça va être tout le film là-dessus, puis tout d'un coup, elle disparaît. Et on part carrément d'autre chose, dans une comédie un peu sentimentale, donc qui rappelle plein de films de comédie sentimentale quand il y a leur rencontre dans la librairie. Et après, on a l'impression qu'on repart encore sur un autre film avec plutôt... on a l'impression que c'est des bouts de films que presque limite rien n'est abouti. Et c'est vrai que ça donne un espèce de sentiment de malaise sur le film. Au final, on ne sait pas si on doit aimer, pas aimer, si c'est réussi, pas réussi. Et c'est toujours un peu... ça m'a redonné la même impression, là, en le revoyant. On a l'impression que c'est pas abouti alors que c'est abouti. C'est un petit peu spécial. Bon, après, je voulais juste, avant de passer le micro aux autres, ce qui m'a marqué surtout pendant tout le film, c'est que le titre du livre, au départ, c'est « Comment rendre son mari heureux ». Et à tout bout de champ, il n'arrête pas de lui dire comment j'ai pu te rendre heureuse, et on a l'impression de savoir comment rendre sa femme heureuse finalement. Oui, donc entre le livre et au final le but du film, on a l'impression que c'est plutôt comment rendre sa femme heureuse et que c'est là-dessus qu'il a un petit peu réfléchi. Oui, finalement. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sauvé à la fin, au fond. Par le diable. Mais effectivement, sur le côté décousu, on pourrait dire, je pense que c'est dû à la façon dont travaillait Lubitsch et qui est bien décrite par Billy Wilder, parce que Billy Wilder donc, a travaillé pour lui et avec lui sur La 8e femme de Barbe Bleue et sur Ninotchka, et où en fait il travaillait... même quand il n'est pas crédité au scénario, il est complètement impliqué dans le scénario, Lubitsch, et il travaille par gag, on pourrait dire, enfin par segment, par situation et réplique autour d'une situation. Du coup, je pense que c'est lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la structure dramaturgique vraiment des films. Samson Raphaelson, c'était un dramaturge, par exemple. Il travaillait au théâtre le reste du temps. Donc je pense que c'est plutôt à lui qu'on doit ces constructions, voilà, notamment voilà, les flashbacks successifs, etc. Et ça, bien sûr, c'est toute la structure de ce film, c'est un flashback et c'est... le début et la fin en enfer et remonter en haut, mais bien sûr, ça structure tout le film, mais au fond,
je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse Lubitsch. C'est effectivement les points d'accroche. Si vous voyez ces autres films, il y a des scènes, ça fonctionne comme ça par scène, un peu comme Renoir d'ailleurs, des petits tout, quoi, des petits, des ensembles qui créent un moment et un échange très important, un geste, un insert sur un très gros plan. Enfin bon, voilà, ça dépend des films, mais c'est ça. Donc il y a un côté fragmentaire de ça. Et là, ça se voit plus, ce côté décousu. Je suis d'accord. Au début, avec l'espèce d'éducation sentimentale, mais un peu farcesque, un peu grotesque, avec l'accent grotesque français. Voilà, c'est haut en couleur dans la satire, dans le choc des cultures, etc. Mais on peut embrasser 10 fois, 20 fois. Bon, c'est très drôle, mais c'est la comédie sexuelle, disons. Et puis ensuite, vous avez raison de le dire, c'est plus la comédie romantique, telle elle a perduré à Hollywood après. Et puis ensuite, ça devient quelque chose, oui, plus le film sentimental, et le tout dans un décor 19e, enfin, ou Belle Époque, donc qui peut faire penser à Gigi, si vous étiez là pour la comédie musicale. Donc tout ça fait beaucoup. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose de distrayant au mauvais sens du terme, qui est d'éparpillé. Même les personnages, c'est l'impression qu'elle focus sur certains. Donc oui. Au début, c'est la nurse française qui capte toute l'attention, même dans les couleurs. Après, on passe à elle, Martha, qui arrive et on a des gros plans sur elle. Après, c'est le papa, là, le roi du beefsteak, qui prend vraiment le devant de la scène. Et même ces majordomes oui. qui ont l'impression qu'on est carrément de autre chose, parce que bon, il est souriant, un peu. Le majordome, il est même un peu comique. Donc il y a chaque personnage aussi a son... oui, tout à fait. Mais ça vous dit quelque chose du rapport de Lubitsch aux acteurs secondaires, par exemple, au fait qu'il emploie Eugene Pallette, celui qui joue M. Strable dans le film. Enfin, il y a des gens qui reviennent, Charles Coburn, etc. Et qu'en fait, il a cet appétit de ces autres acteurs. Mais c'est ça qui est à la fois beau et à la fois ça en met partout dans le film et il n'y a pas de focus central. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il vient d'avant l'âge classique. Et finalement, il dit à Hollywood, mais moi, vos trucs avec une star ou 2 stars au centre du film, voilà, l'âge d'or avec une énorme publicité sur les stars au milieu, et puis le reste, c'est rien du tout et c'est mal fait. En fait, lui, c'est pas ça son truc. Lubitsch, c'est vraiment tous les acteurs, et y compris les rôles secondaires sont très bien écrits, sont très importants. Et vous avez raison, il peut se focaliser sur le grand-père, sur le majordome, etc. Mais c'est ça aussi, la beauté non classique, on pourrait dire, de Lubitsch, qui peut être mise en rapport avec l'appétit amoureux du héros aussi. C'est-à-dire que, oui, il y a cette relation monogame avec Martha, mais en fait, il y a autre chose. En fait, il y a aussi les autres, et en fait, jusqu'à son dernier souffle, ça va être la nouvelle infirmière, la petite lectrice qui voulait, enfin, lectrice entre guillemets, qui voulait soutirer à son fils, etc., avec le même appétit. Donc je vois aussi ça chez Lubitsch, de dire oui mais attendez, je suis en train de faire un film en costume, je le fais vraiment. Je suis en train de faire le portrait du cousin Albert, je le fais, le cousin Albert. Il n'est pas que dans une scène, il existe vraiment. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait avec le cousin Albert. Et notamment parce que le cousin Albert, lui, dit, et j'adore cette petite scène où le cousin Albert a cette métaphore sur je suis pas la coupe, si j'étais un vêtement, le portrait chinois, si j'étais un vêtement, je serais pas très coupé à la mode, mais par contre, je me démoderais pas, je serais bien cousu, justement, je serais dans une étoffe solide, je serais bien cousu, je serais pas trop chaud en été et je tiendrais bien chaud en hiver. Alors, not too hot, not too hot. Not too hot veut aussi dire pas trop sexy en anglais, mais en tout cas, il dit justement je serais bien cousu. Et ça vous répond aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous voulez un film bien cousu et solide, venez pas chercher Lubitsch, parce que finalement, même à la fin de sa carrière, c'est pas ça qu'il a envie de donner. D'une certaine façon. Et il veut... Voilà, c'est vrai que les coutures, ça dépasse un peu, il y a des franges mal... donc, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est conscient ou non, mais il répond à ça.
Et ce cousin Albert, vous en trouverez un personnage savoureux, à mon avis, qui est un peu une reprise de celui-ci, dans Clooney Brown, donc le dernier film fini par Lubitsch en 1946, La folle ingénue, dans le personnage du pharmacien dont tombe amoureuse au départ Clooney Brown, avant heureusement de rencontrer ce type étranger et assez louche, joué par Charles Boyer. Donc ce côté, finalement, il a toujours de l'affection pour ce personnage. C'est ça qui est beau, c'est qu'il ne fait pas des personnages méprisables. Le cousin Albert, il a quand même de l'affection pour lui, quoi. On voit bien, il est bien écrit. Oui, rapidement, oui. Et j'ai trouvé que la narration changeait quand même pas mal quand le grand-père disparaît. Ouais. Parce que c'est quand même un personnage qui fait le lien justement entre, comment dire, la vie conforme, bien comme on doit vivre, et puis en même temps ce côté un peu transgressif du personnage principal et même de son fils qui va aussi aller de danseuse en danseuse. Et c'est vrai que moi je trouve que le film change à ce moment-là. Quand on n'a plus le grand-père, Qui change dans le mauvais sens ou... C'est mauvais sens, pas forcément, mais il y a une espèce de coupure dans... Parce que ce personnage est central, finalement, le grand-père, il vit à travers son petit-fils ce que lui n'a pas pu vivre, en fait. Oui, que ce soit la boisson ou le sexe. Oui, voilà. Ou le côté non bienséant. Oui, parce qu'en fait, il se réjouit, la scène du début avec cette gouvernante, le grand-père, il est aux anges, quoi. On sent qu'il a tout compris. Ça change qu'on a basculé dans un nouveau siècle, là. Que c'est moins rococo, j'ai l'impression que toute la décoration a changé quand il n'est plus là. D'ailleurs, le décor de l'enfer, je ne sais pas si, quand on le voit au début, c'est extrêmement années 30, enfin c'est d'une rigueur et d'une... C'est art déco. Voilà. Et donc il y a un fort contraste, je pense complètement délibéré avec les fioritures, notamment la chambre. Quand on voit la chambre de Martha, quand il arrive et qu'il y a les cintres roses partout, là, et le baldaquin et les rideaux et les soieries, et les brocards, etc. Ils s'amusent de ça, bien sûr. Et les robes des femmes aussi, parce qu'en fait, on a l'habitude de voir les Lubitsch en noir et blanc, il n'y en a pas eu tant que ça en couleur. Et en noir et blanc, on ne voit pas quel point c'est exubérant, quoi. Les tenues, c'est incroyable. Alors, il utilise plus des choses qui brillent quand il est en noir et blanc, des moires, des paillettes, et donc là, il a l'intelligence de... C'est pas du tout le même travail sur le costume, c'est effectivement beaucoup plus sur la couleur, sur les formes, sur les reliefs... Donc ça, je trouve ça intelligent de ne pas du tout travailler pareil, parce qu'il sait qu'il est ni à la même époque représenté, ni que le spectateur va voir les étoffes, y compris avec la couleur, de manière différente. Vous savez qu'il y avait un code, qu'il fallait mettre une certaine couleur pour qu'elle rende une autre couleur en Technicolor, puisque sinon le vert aurait paru noir. Enfin bon, il y a tout un travail qui est fait sur le rendu. Mais ce que je veux dire, c'est que là, contrairement à plein d'autres films en Technicolor, on voit de quelle étoffe il s'agit. Quand c'est plus du tergal ou quand c'est plus du velours, enfin, on voit très bien la différence entre les étoffes. Et ça, il le garde quand même de la période, y compris années 30 et Haute-Pègre, je pense. Puis on n'est plus dans ces hauteurs de plafond et de portes qu'il y a dans les films en noir et blanc. Là on est plus envahi par effectivement la luxuriance de ces meubles, de ces tentures, de ces tapis. Enfin, il y en a partout, quoi. Puis toutes les couleurs. Oui, mais d'où le contraste qui est fait avec quand il est dans le bureau du diable, et où là, c'est vraiment d'une sécheresse délibérée, quoi. Alors, je sais pas, est-ce qu'on regarde ce petit moment, mais ça va peut-être nous couper complètement. On dit pas d'où ça vient, mais vous allez reconnaître. Très court extrait, je vous ai complètement sorti de...
Voilà, oui, c'est l'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Parce qu'il m'a semblé comme ça qu'il s'inspire, mais vraiment directement en fait, du ciel peut attendre. Je vous disais qu'il a écrit un bref texte sur Lubitsch, Truffaut quand il était critique. Lubitsch était un prince. Bon, donc, à ma connaissance, il ne parle pas de ce moment-là, mais pour moi, c'est évident que c'est une citation. Sauf qu'il littéralise, on pourrait dire. C'est-à-dire que ce qui était derrière la porte et qui nous est un tout petit peu raconté dans Le ciel peut attendre, quand on reprend et qu'il parle au diable et qu'il dit voilà comment ma température est montée, à quelle belle mort, etc. Finalement, nous est montré, nous est représenté dans le film de Truffaut. Voilà, on apprécie ou au contraire, on trouve que c'est une forme de côté appuyé, d'illustration finalement, et que peut-être que justement l'intérêt chez Lubitsch, c'est qu'on est derrière la porte. Mais en tout cas, Truffaut connaissait très bien et adorait Lubitsch. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire la même chose en tant que cinéaste, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est plutôt dans le montage, c'est plutôt dans le découpage, puisqu'on passe de cette espèce de focalisation folle, d'obsession sur les jambes des femmes, le fameux... c'est la fameuse réplique du film sur les jambes des femmes comme des compas, etc., qui font tourner le monde. Bon. Et en même temps, dans le raccord, hop, on a les jambes de Brigitte Fossey, qui est son éditrice, puisqu'il parle de son livre, Le coureur de jupe, le cavaleur du film, et qui apprend sa mort. Et bon, juste après, ce sera le défilé de jambes de femmes devant son tombeau, en fait, au moment où on l'enterre. Donc, d'une certaine façon, il radicalise encore plus et il montre encore plus l'obsession, Truffaut. Mais bon, voilà, j'ai trouvé intéressant de sauter comme ça dans le... Et juste deux dernières petites choses que j'avais notées dans le film et qui me semblent... C'est pour ça qu'on dit qu'il est testamentaire. Quand on dit qu'un film est testamentaire, on pense que c'est forcément avec une forme de componction, voilà, la postérité, quelque chose de très sérieux. On serait à la fin de sa vie. Bon, de fait, Lubitsch, il sentait qu'il avait des problèmes cardiaques, etc. Il est mort 4 ans après, mais c'est pas pour ça, c'est pas ça. C'est que je pense que dans le film, il y a comme ça des phrases qui, quand on y pense, sont très drôles, comme des espèces de mantras lubitchiennes, et alors qu'elles sont hors contexte. Et par exemple, quand la famille dit, quand ils sont autour du garçon qui en fait s'est pris sa première cuite de sa vie, et la mère dit « Notre enfant délire dans une langue étrangère ». Et cette idée-là, notre enfant délire dans une langue étrangère, m'est restée, cette phrase, parce que, en fait, dans presque tous les Lubitsch, il y a quelque chose sur des gens qui ont un accent, sur des gens qui sont des étrangers, qui ont, dans Haute-Pègre, il y a ce russe, ce trotskiste qui débarque et qui parle russe. Enfin, il y a, voilà, cette espèce, il y a toujours de l'autre, il y a toujours une langue étrangère, d'une certaine façon. Et évidemment, notre enfant délire dans une langue étrangère, on pourrait dire, c'est ce que diraient peut-être les parents de Lubitsch. Enfin, il est quand même parti très très loin à Hollywood, il a gardé son accent à couper au couteau, comme le gardera d'ailleurs le viennois Billy Wilder plus tard. Et en même temps, il a forgé Hollywood, il est complètement devenu le cinéma américain, tout un pan du cinéma américain. Donc j'aime beaucoup cette idée, notre enfant délire dans une langue étrangère, et que ça définirait d'une certaine façon Lubitsch. Et puis il y en a un autre, mais il y en aurait peut-être d'autres, qui est ton âme est plus grande que tes pantalons. Your soul is bigger than your pants, avec l'histoire des culottes courtes et des pantalons longs. Et voilà, qui pourrait définir d'une certaine façon peut-être le donjuanisme à la Lubitsch. C'est-à-dire que c'est un donjuanisme avec une âme, et avec une âme plus grande que la culotte. Bon, voilà, ça me marque dans le film. Et puis il y a une dernière petite chose, si vous êtes amené à voir d'autres films, parce qu'on en a montré si peu que c'est vraiment un crève-cœur, de Lubitsch, c'est de garder peut-être en tête toutes les occurrences physiques infralangagières. Je disais une langue étrangère, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a une matière, il y a une texture particulière des langues étrangères chez Lubitsch, mais il y a aussi
Alors dans Clooney Brown, ce sera la mère du pharmacien qui va se racler la gorge pendant toute une séquence. Et ici, il y a le hockey. Cette simple petite chose que les deux, la nurse et le garçon, ont le même hockey, et où elle dit d'ailleurs bah, ça doit être une maladie contagieuse, et où en fait on comprend tout de suite qu'ils se sont saoulés tous les deux. Et il y a un autre... il y a une autre occurrence, c'est les éternuements. Les éternuements répétés de Gene Tierney, de Martha, qui font que d'emblée, en fait, avant même qu'elle ait eu son histoire avec le cousin de celui qu'elle doit épouser, eh ben, c'est son corps qui, avant même qu'elle en ait conscience, se signale comme voulant absolument s'extraire de cette bonne société, et donc littéralement qui va la forcer, parce qu'elle éternue, à aller à l'écart, et donc à chercher autre chose. Et je trouve ça très 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 beau. C'est pas seulement un truc, c'est qu'en fait le corps a raison, quoi. Enfin, c'est-à-dire le corps a ses raisons, la pulsion a ses raisons, et Lubitsch ne renonce jamais à dire que malgré tout, on a beau ensuite légaliser la chose, on a beau enrober ça de discours, de séduction, etc. Il y avait une chose originelle, et c'était ce que disait le corps, soit pour le hockey, soit pour l'éternuement. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'un film qu'on ne voit pas souvent, que j'ai que dans une mauvaise copie DVD, mais qui avant passait, quand j'étais petite. Je me souviens que je l'ai vu dans un cinéma, et qui est That Uncertain Feeling, qui est, comment ça s'appelle, avec Merle Oberon. J'ai oublié. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, un soupçon, non, je ne sais plus. Et c'est aussi une femme qui a des, je sais plus ce qu'elle a, elle a une espèce de tic nerveux, ou je sais plus si c'est des éternuements, et où elle va voir son médecin, avec cette idée aussi un peu de la psychanalyse, de vulgate psychanalytique à Hollywood à ce moment-là. Mais voilà, il y a toujours quelque chose du corps en fait qui est que l'expression du désir, même quand il est inavouable à soi. Et donc je trouve ça assez beau dans ce film-là. Bon, je vous laisse vous échapper. Illusion perdue, voilà. Merci. C'était vous ou c'était Google qui... Merci, merci. Aux grandes corporations, mais à vous en particulier. Oui, qui est pas mal, mais qui est moins beau que La folle ingénue, donc le dernier film de Lubitsch. Et pour Wilder, comment on pourrait faire la transition ? Je vous lis juste ce que Wilder et Brackett, donc qui est l'autre scénariste, le co-scénariste de Wilder pour Lubitsch, et qui explique comment il travaillait, puisqu'il travaillait vraiment dans la même pièce avec lui. Et il dit au plus fort de cette tension, puisque la tension c'était que Lubitsch disait il faut que cette scène soit hilarante, et donc pour ces deux scénaristes c'était horrible, parce que quand on vous dit faites que cette scène soit hilarante, c'est complètement bloquant évidemment. Au plus fort de cette tension, quand la seule intensité de cette activité mentale commune dans une pièce était devenue insupportable, nous nous souvenons qu'il se réfugiait de longs moments dans les toilettes, d'où il ressortait souvent avec une solution, si bien que nous l'accusions d'avoir un nègre, entre guillemets, caché dans la plomberie. Une fois que le principe général de la scène était trouvé, les dialogues étaient travaillés de la même façon. Donc c'est presque une torture d'une certaine façon, mais Lubitsch insistait pour que ce soit à chaque fois plus drôle. Voilà, lorsque par hasard nous lui apportions une idée qui le stimulait vraiment, il la lançait en l'air, l'éclairait dans un sens puis dans un autre, la faisait tourner, la comprimait, l'essayait à un décor puis à un autre pour la porter à la puissance n. Donc vous voyez que voilà, et je vous ai dit que Wilder fera broder cette phrase « What would Lubitsch do ?» qu'aurait fait Lubitsch, enfin que ferait Lubitsch au moment de son écriture, et qu'il la garde encadrée comme ça dans son bureau. Donc voilà, la prochaine séance, on verra ce que ça donne. Le 15 février, donc, ouais. Avec Boulevard du Crépuscule. Avec Boulevard du Crépuscule, un classique à ne pas rater. Voilà, je ne sais pas si on est... À propos de la fidélité, ça commence par la fidélité de la femme, quand même, ce film.
Puisqu'elle est fiancée, engagée. Mais absolument, merci de le rappeler. Tout à fait, tout à fait. Que c'est pas le rapt des Sabines, quoi. C'est effectivement, bien sûr, c'est elle qui était fiancée et qui assume complètement de to elope, ce fameux verbe qui n'existe pas en français, hein, de s'enfuir pour des raisons amoureuses. Elle avait peut-être déjà un amant en plus de son fiancé. Ah oui, oui, par la suite, on lui souhaite d'avoir eu beaucoup d'amants, effectivement. Et de ne pas avoir lu beaucoup le livre. Juste pour vous souvenir, parce qu'il faut absolument que ceux qui n'ont pas vu La 8e femme de Barbe Bleue, donc écrit par Billy Wilder, le voient. Dans La 8e femme de Barbe Bleue avec Claudette Colbert et Gary Cooper, elle achète un livre, Claudette Colbert, mais qui s'appelle « Vivre en célibataire ». Donc, comme quoi, choisissez votre camp entre les deux livres. Mais dans tous les cas, je trouve beau dans celui-ci qu'il y ait l'exposition assez méthodique, finalement, de plein de façons de vivre en couple. Et que le héros ait inventé, enfin, le héros et l'héroïne, aient malgré tout inventé la leur, sans trop se soucier de comment c'était perçu à l'extérieur. Bien, allez en paix. Merci Charlotte. Amoureuse.